Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il est un chef d'État respecté sur le continent. C'est le moins qu'on puisse dire. Discret, il parle peu. Mais sa gouvernance ne laisse pas indifférent. Il s'appelle Paul Kagame et dirige le Rwanda et de main de maître depuis 25 ans. Mais son nom et celui de son pays sont régulièrement cités comme soutenant le mouvement rebelle qui sévit en RDC, le M23, ce mouvement qui affronte les forces gouvernementales et qui vient de conquérir les villes de Goma et de Bukavu. Alors, le président Paul Kagame cherche-t-il à déstabiliser son voisin, la RDC? Son pays, le Rwanda, est-il en train de piller les minerais congolais? Je reçois pour en parler Maître Richard Gisagara. Il est avocat en France et au Rwanda. Un grand soutien est-il du pouvoir rwandais? Il est par ailleurs l'avocat des victimes du génocide des Tutsis devant les juridictions françaises. Il est notre invité. Maître Richard Gisagara, bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Tekbo, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis content d'être ici. On ne choisit pas ses voisins, mais la géographie nous l'impose. Le voisinage entre votre pays, le Rwanda, et la RDC est très compliqué. Comment vous vivez cela en tant que Rwandais? Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, effectivement, c'est un voisinage qui est compliqué, mais c'est compliqué par les gens. Parce que les Rwandais, foncièrement, et les Congolais, c'est des gens qui partagent beaucoup de choses. On parle, vous savez, le Congo, c'est un pays énorme, c'est un continent. Oui. Mais l'Est de la RDC, de la République démocratique du Congo, est habité par des gens qui sont, certains ont des origines rwandaises. On parle la même langue, c'est pas tout à fait la même langue, mais on arrive à s'en comprendre. On partage beaucoup. Normalement, ce voisinage ne devrait pas être une difficulté. Pendant longtemps, il n'a pas été une difficulté, mais il est devenu difficile parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les deux pays n'habitent pas, ne partagent pas ce qu'ils partagent aujourd'hui. Il y a des gens qui font qu'effectivement, cette situation devient difficile alors que ça ne devrait pas être le cas. Quand vous dites ça, vous pensez à qui? Alors, aux personnes qui ne veulent pas qu'il y ait... Aux dirigeants actuels de la RDC? Pas que. Je pense que je dirais au moins il y a trois catégories. Il y a trois catégories de gens qui ne veulent pas qu'il y ait une stabilité, que ce soit entre le Rwanda et le Congo, mais aussi d'une manière générale dans des pays qu'on peut exploiter. La première catégorie de ces personnes, je dirais, en tout cas selon moi, c'est les institutions ou les entreprises privées qui exploitent. En ce qui concerne le Congo, il y a des entreprises qui exploitent les minerais du Congo. Oui. Ce sont la plupart des entreprises qui appartiennent des pays occidentaux. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une harmonie. Ils n'ont pas intérêt à ce que le Congo soit un pays stable. Et ils ont intérêt à compliquer la situation entre le Rwanda et le Congo. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie, c'est les profiteurs. C'est les profiteurs qui sont au pouvoir, notamment à Kinshasa, au Congo. Ces gens-là, vous savez, si ces derniers temps, on parle beaucoup, je pense qu'on va peut-être en parler, du rapport des experts des Nations Unies. Absolument. Quand on en parle, ils vont vous dire, ce rapport n'est pas fait dans l'intérêt du Rwanda, ce n'est pas un rapport qui est en faveur du Rwanda. Oui. Mais ce qu'ils vous disent, ce que les gens ne disent pas, c'est que des groupes armés qui sont au Congo, l'insécurité qu'il y a au Congo, il est causé par des groupes armés, mais ces groupes armés appartiennent à des politiciens. La plupart appartiennent à des politiciens de Kinshasa qui protègent leurs intérêts, qui exploitent les mines, les gisements minéraux. Et donc, ces groupes sont protégés par ces gens-là. Et donc, cette catégorie de personnes, ces profiteurs, qui enrichissent les pays occidentaux à travers les groupes miniers, ont aussi intérêt à ce qu'il n'y ait pas de stabilité dans ce pays. Troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont fui le Rwanda. À l'époque, en 1994, vous savez, il y a eu un génocide au Rwanda qui a fait plus d'1 million de morts. Et d'ailleurs, nous allons commémorer la 30e commémoration dans 3 semaines. Ces gens ont fui au Congo. Ils n'ont pas intérêt à revenir au Rwanda. Les génocidaires Hutus. C'est les génocidaires Hutus qui sont au Congo, qui n'ont pas intérêt à ce que ce pays soit stable, puisqu'ils ont trouvé là-bas, écoutez, je ne dis pas que c'est un havre de paix, mais ils ont trouvé là-bas un pays d'exil. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que le Congo soit stabilisé, à ce qu'il soit renvoyé au Rwanda pour faire face à les responsabilités. Vous parlez de profiteurs, Maître Richard Gisagara, il n'y a aucun profiteur au Rwanda de la situation?
actuelle en Non, RDC? non, je ne dirais pas. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que le Rwanda est un tout petit pays. Vous voyez, si vous comparez le Rwanda au Congo, le Rwanda, c'est 26 000 km². Le Congo, c'est un continent, en tout cas. C'est un continent oui. Par rapport au Rwanda. Et donc, si vous avez un voisin avec une insécurité, avec des groupes armés, est-ce que vous en profitez si vous êtes le petit voisin à côté? Donc, le Rwanda a beaucoup plus intérêt à un Congo stabilisé avec qui on peut faire des affaires. Donc, le Rwanda n'a aucun intérêt à ce que le Congo soit assailli par des bandits armés, à ce qu'il y ait de l'insécurité. Le Rwanda serait plutôt... Vous savez, tout le monde dit que le Rwanda est un pays qui fait du business, qui investit dans le business. C'est pas le cas? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le cas. C'est exactement le cas. Et donc, c'est là où je voulais dire. Donc, c'est un pays qui fait des affaires, c'est un pays qui a misé sur la sécurité. Et donc, il n'a aucun intérêt à avoir un voisin où il y a des groupes, 150 groupes armés. Oui. Il n'a aucun intérêt à avoir l'instabilité dans ce pays. Donc, c'est complètement faux. En tout cas, ça n'a aucun sens de dire que le Rwanda a intérêt, profiterait du chaos qui est au Congo. C'est l'inverse. Maître Richard Gisagara, est-ce que vous acceptez qu'on fasse cette émission sans langue de bois? Je ne fais pas de langue de bois. Qu'on dise les choses clairement. Exactement, c'est pour ça que je suis là. Vous êtes un praticien du droit, vous êtes avocat. Plusieurs rapports, et vous venez d'en évoquer un, que ce soit des rapports de l'ONU ou que ce soit même des communiqués officiels de l'Union européenne et de la France, font état de ce qu'il y a des troupes rwandaises en RDC. Encore une fois, vous êtes un praticien de droit. En droit international, lorsqu'un État souverain déploie des troupes sur le territoire d'un autre État souverain, en droit international, ça s'appelle une agression. Ce n'est pas une opinion personnelle du journaliste que je suis, mais c'est ce que dit le droit, c'est trivial. Est-ce que, de ce point de vue, on peut admettre que, effectivement, votre pays, le Rwanda, a déployé des troupes sur le territoire d'un État souverain et que, par conséquent, il s'agit d'une agression? Moi, je pense que, M. Togbé, vous avez dit qu'on ne va pas se... Vous me parlez comme un juriste, vous êtes juriste également. Oui. Voilà, mais vous savez que quand on est juriste, aussi des choses ne sont pas blanc et noir. C'est vrai. Vous voyez, il y a des nuances. Il y a toute une nuance. Il y a des nuances. Oui. Donc, vous me parlez de l'intégrité territoriale. Oui, de la RDC. De la RDC. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'intégrité territoriale du Rwanda? Est-ce que le Rwanda n'a pas aussi intérêt ou ne doit pas aussi faire respecter son intégrité territoriale? Vous savez que l'intégrité territoriale du Rwanda a été violée à plusieurs reprises par des groupes armés qui viennent du Congo. La RDC a déployé des soldats au Rwanda? Laissez-moi terminer. Je vous dis que l'intégrité du Rwanda a été violée. Ça, ce n'est pas contesté. Vous savez qu'il y a des groupes armés, dont les FDLR dont on vient de parler. Ce sont des génocidaires, ce sont des groupes qui sont sanctionnés par les Nations Unies, qui sont au Congo. Ils ont attaqué le Rwanda plusieurs fois. La dernière attaque, c'est ils ont attaqué la région où il y a les gorilles de montagne, qui est un investissement énorme pour le Rwanda. Est-ce que vous pensez que le Rwanda peut rester les bras croisés sans prendre des mesures de défense? Le Rwanda a pris des mesures défensives. Je ne sais pas quelles sont ces mesures défensives. Au point d'occuper le territoire d'un État. Je ne sais pas si le Rwanda... Ce que je vous dis, c'est que le Rwanda... Les rapports disent oui. Vous savez, ces rapports n'ont pas été faits par des Africains comme vous et moi, vous savez. Ça aussi, il faut s'interroger. Ce n'est pas parce que des Occidentaux viennent vous dire quelque chose qu'il faut le prendre comme c'est. C'est des rapports qui sont faits par des... Aussi, je vous ai dit tout à l'heure, les 3 catégories de personnes qui ont intérêt à ce que le Congo reste comme il est. Et pourquoi ces personnes n'influencent pas ces rapports? Moi, ce que je sais, oui. Et puisque nous étions sur le terrain du droit, le Rwanda comme le Congo doivent tous les deux avoir l'intégrité territoriale. C'est ça. L'intégrité territoriale, ça veut dire que les frontières doivent être respectées, mais qu'aucun groupe, aucun élément ne doit venir du territoire d'un pays pour attaquer l'autre. Et vous me parlez du Congo, mais moi je vous parle du Rwanda puisque je suis rwandais. Et donc, vous savez, autant que moi, vous êtes d'accord avec moi, que ces FDLR ont attaqué plusieurs fois le Rwanda. Ils ont déstabilisé le Rwanda. Ils ont fait des attaques terroristes. Et donc, le Rwanda, en droit international, il a aussi le droit de protéger ses frontières, de prendre des mesures défensives, comme ils ont fait. Ces mesures défensives, je ne suis pas militaire, donc je ne sais pas en quoi consistent ces mesures défensives. Oui. Mais ces mesures défensives sont justifiées et sont admises en droit international. Donc le Rwanda a pris des mesures défensives pour contrer ce risque qui vient du Congo, qui est un pays failli depuis 30 ans. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, vous savez. Le Congo n'a jamais été un pays stable à ce jour. Donc
Moi, vous me parlez de l'agression. Moi, je vous parle de mesures défensives qui ont été prises par le Rwanda pour assurer sa sécurité. Le Rwanda ne peut pas se permettre, comme je vous ai dit, c'est un pays de 26 000 km². À partir de la frontière du Congo à Goma, pour arriver au Rwanda, il faut seulement 3 heures. Vous voyez que c'est pour ça que le Rwanda doit prendre des mesures fortes. Des mesures fortes. Des mesures fortes. Restons sur les mesures fortes. Le dernier communiqué de l'Union européenne, excusez-moi, je suis obligé de faire état des rapports existants et des communiqués officiels. Je parlerai, on reviendra peut-être même sur le dernier rapport de l'ONU de 2023 qui cite nommément des officiels militaires rwandais qui opèrent en RDC, dont James Kabarebe par exemple. Mais passons. Le dernier communiqué de l'Union européenne dit, ça date du 25 janvier dernier, dit « S'en prendre à l'intégrité territoriale de la RDC ne peut pas rester sans réponse ». Vous parlez des 2 États qui sont menacés dans leur sécurité, sauf que les communiqués officiels que nous avons ne parlent pas du Rwanda qui serait attaqué, mais de la RDC qui, elle est attaquée par les troupes rwandaises. Oui. Donc la preuve, elle est apportée. Ça devient factuel, effectivement, que le pays qui a des troupes sur le territoire de l'autre pays, c'est votre pays, le Rwanda, pas la RDC. Vous dites que ça devient factuel puisque vous êtes en train de citer un communiqué de l'Union européenne, oui, des Occidentaux. Oui. Monsieur Togbe, vous et moi, nous sommes africains. Moi, j'aimerais plutôt vous parler du communiqué de l'Union africaine. Vous savez, il y a eu l'Union africaine, il y a eu une assemblée générale dernièrement qui a abordé la question du Congo. Ils n'ont pas dit la même chose que ce que disent les Occidentaux. Pourquoi vous me citez des Occidentaux? Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a récemment... Qui a un intérêt. Il fait partie des catégories que vous avez citées. Il a récemment dit, j'ai demandé à mon homologue rwandais de retirer ses troupes de la RDC. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud, que les sociétés minières d'Afrique du Sud, qui appartiennent au groupe que contrôle Ramaphosa, ont des exploitations minières au Congo? Est-ce que ça, vous le savez? Ben oui, il faut en parler, ça aussi. Donc ça fait partie des gens dont je vous parle, plus ou moins. En tout cas, ça ne m'étonnait pas qu'il en fasse partie. Ce que je sais, c'est qu'il y a des sociétés minières sud-africaines qui ont des intérêts miniers au Congo. Et donc, je vous dis qu'ils ne sont pas tout à fait neutres dans cette situation. Donc, je termine. Vous me parlez pour me dire que les choses c'est un constat. Et vous me citez, c'est ça que je trouve. Nous autres Africains, nous devions parler comme Africains. Donc, vous me donnez juste l'exemple dont vous me donnez, c'est le communiqué de l'Union européenne. Mais moi, je vous donne le communiqué. Je voudrais que l'on cite plutôt le communiqué qui est sorti après la rencontre à Addis Abeba ces derniers temps, où on a dit que pour résoudre les problèmes du Congo, il faut regarder les problèmes de fond. Oui. Ce n'est pas seulement en pointant du doigt le Rwanda qu'on va trouver des solutions. Oui. Il y a des causes profondes qu'il faut adresser. Il faut s'adresser à ça. Il faut essayer de trouver des solutions aux causes profondes. Ce n'est pas ce que font les Occidentaux. Les Occidentaux, est-ce que vous croyez que les Occidentaux aiment beaucoup plus les Congolais que nos frères africains? Pourquoi nos frères africains n'ont pas fait la même chose? Vous voyez, il faut déjà s'interroger comme ça. Vous êtes en train de nous expliquer, Maître Richard Gisagara, que votre pays, le Rwanda, est en train de mener une guerre préventive en RDC. C'est pour protéger sa sécurité. Le Rwanda ne fait pas la guerre au Congo, d'après ce que je sais, moi, mais ce que je vois. Mais il appuie le M23, le Rwanda. Ça, c'est trivial, mais c'est connu. Mais c'est connu de qui, en fait? Vous allez encore me parler du communiqué des... Pour vous, c'est faux. Moi, ce que je sais, en tout cas, ce qui est établi, et ce que le Rwanda ça n'est jamais caché, c'est que le Rwanda a pris des mesures défensives. Et aussi, je ne parle pas pour le Rwanda, je ne suis pas membre du gouvernement, mais je pense en tant que citoyen rwandais, je suis citoyen rwandais, je soutiens le gouvernement en place au Rwanda, et donc je vous parle en tant que citoyen rwandais. Et donc, ce que le Rwanda a reconnu, c'est qu'il comprend la cause du M23. Qui pourrait ne pas comprendre la cause du M23? Même vous, M. Togbe, vous devrez comprendre cette cause. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été expulsés de leur pays. C'est des gens à qui on accorde l'étiquette de Rwandais. On les appelle Rwandais parce que le colon, en 1895, lorsqu'il y a la conférence de Berlin, il a coupé la région, il a fait des frontières artificielles. Et une partie de personnes qui faisaient partie du Rwanda de l'époque ont été accolées au Congo. Ces gens-là, ils ont été
ils se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière par la seule volonté du colon. Du colon, d'accord. Et aujourd'hui... Après les indépendants, les frontières ont été tracées et chacun a une nationalité. Et aujourd'hui, on leur dit, retournez au Rwanda, c'est de là où vous venez. Mais comment voulez-vous qu'ils retournent au Rwanda, pays qu'ils habitent depuis des décennies et décennies? Vous voyez? Mais c'est depuis des siècles et des siècles. Donc ces gens-là, s'ils ont été expulsés de leur pays, ben, ils ont le droit de se défendre, d'essayer de retourner chez eux. Et d'ailleurs, j'en termine par là, M. Togbe. Et d'ailleurs, pourquoi les gens devraient s'étonner qu'il y ait des luttes? Vous me parlez du M23. Oui. Ce n'est pas le seul groupe armé qui est d'accord. Il y a plusieurs groupes armés qui sont là. Pourquoi faire tout simplement un focus sur ce groupe-là? Est-ce que c'est étonnant? C'est le plus puissant aujourd'hui. C'est le plus puissant aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que il faut... C'est pas parce qu'ils sont puissants qu'ils n'ont pas de raison. Vous voyez, il y a une multitude de groupes armés, plus de 150 groupes armés au Congo. Et surtout, ce que je vous disais, si vous voyez le pays tel qu'il est, vous et moi, nous sommes d'accord quand même que ça ne va pas dans ce pays. Vous voyez, c'est un pays, il y a un article qui est sorti dernièrement dans Paris Match, où on fait un portrait de Kinshasa. Ouais. Le Congo, c'est un pays riche qui devrait tous nous sortir de là, s'il était bien gouverné. Mais ce pays, c'est un pays où l'État est failli. L'État a complètement failli. Est-ce que c'est étonnant que des gens se rebellent et essayent de prendre le pouvoir pour mieux diriger leur pays? Donc, je ne comprends franchement pourquoi on devrait se focaliser sur le M23, alors que c'est des gens, qui se battent pour leur existence, puisqu'on leur dit, vous n'êtes pas d'ici, vous repartez dans le pays de vos ancêtres. Alors que les ancêtres, même s'ils parlent Kinyarwanda, c'est le colon qui a voulu qu'ils soient là, première chose. Deuxième chose, c'est des gens qui veulent que les choses changent, qui veulent que le Congo soit un pays à la hauteur de sa richesse. Vous voyez? Et je pense que ce sont ces considérations-là que les gens ne prennent pas en compte. Comment se fait-il, Maître Richard Gisagara, que les voisins, vos voisins, ne soient pas dans la même logique que vous? Vous avez par exemple le Burundi qui vient de déployer 10 000 hommes pour se battre aux côtés de l'armée régulière. Vous avez des Sud-Africains qui se battent aussi aux côtés... Les Sud-Africains ne sont pas nos voisins. Pardon? Les Sud-Africains ne sont pas nos voisins. Ils sont dans la sous-région et dans la même communauté économique, j'entends. Et il n'y a que vous qui soutenez ça finalement, parce que les autres, ensemble, soutiennent l'armée, enfin les forces gouvernementales. Vous savez, monsieur, donc si vous dites qu'ils ne soutiennent pas, je pense que en fait, vous vous basez uniquement sur les déclarations de leur président. Vous n'avez pas interrogé le peuple burundais. Je suis certain qu'il y a beaucoup dans la population burundaise qui comprennent, parce que c'est des gens qui ont aussi les mêmes difficultés. C'est des gens aussi qui, parfois, certains ont été exclus de leur pays. Et donc, je pense que si on interroge le peuple burundais et pas seulement son gouvernement, je pense qu'il y aurait des gens qui vous diraient qu'eux aussi comprennent la cause du M23. Ce que je vous ai dit, le Rwanda comprend, c'est ce qui a été dit, ce que le Rwanda comprend la cause. C'est pour ça qu'il soutient. Ben, soutenir ou pas soutenir, je ne sais pas ce que vous entendez par soutenir, mais la cause, le Rwanda comprend la cause du M23. Je la comprends aussi, cette cause. Vous la comprenez, ben oui, la cause du M23, ça veut dire que vous n'avez aucun problème avec le fait qu'il conquiert des villes allant jusqu'à Kinshasa, par exemple. Vous les verrez bien à Kinshasa. Bah oui, moi je les verrais bien à Kinshasa. Oui, parce que je veux que les choses changent dans ce pays. Si le changement peut être apporté par le M23, moi je regarde, je ne suis pas congolais, donc je ne vais pas voter ou pas voter pour le M23. Mais quand je regarde ce que disent les uns et les autres, si je compare le M23, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous voulons que tous les Congolais, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs ethnies, quelles que soient les langues qu'ils parlent, qu'ils soient tous Congolais. Ils disent, notre pays est riche. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont un salaire de 30 000 $, alors que d'autres meurent de faim. C'est des gens qui disent, quand ils ont pris la ville de Goma, qu'est-ce qu'ils ont fait la première fois, le premier week-end? Ils ont nettoyé la ville. Est-ce que ce n'est pas des choses que vous partagez, vous, M. Togbe? Si vous comparez à ce qui se passe à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure de l'article de Paris Match. Oui. Comparez Goma, qui est nettoyé, et les détritus qui sont... C'est le premier, le portrait, quand on regarde le portrait dans Paris Match, c'est la saleté qui est dans Kinshasa. Et donc, ces gens-là disent, ces Congolais qui ont pris une région donc de l'Est, d'où ils sont originaires, disent, nous voulons aller à Kinshasa
pour changer tout ça. Et vous, vous le verrez bien à Kinshasa. Prendre le pouvoir à Kinshasa. Que ce soit eux ou d'autres, j'aimerais bien qu'il y ait un changement dans ce pays. Parce que je suis africain, j'aime les Congolais profondément. J'aime ce pays, comme j'aime tout le reste de l'Afrique. Vous voyez, j'aimerais que les choses changent, qu'on ait un pouvoir qui ne nous fasse pas honte. Je n'aimerais pas voir un pouvoir où, vous avez vu le scandale dernièrement en Suisse, où on nous a dit que les émissaires du gouvernement congolais, alors que c'est un pays en guerre, ont dépassé 500 000 $ pour 4 nuits d'hôtel. Ça, c'est des choses qui doivent changer. Moi, je n'ai pas la preuve de ça. En tout cas, c'est des choses que j'ai vues. Oui. Et donc, si vous me demandez, est-ce que vous voulez ce pouvoir-là, ou vous voulez notre pouvoir qui va assainir les choses, moi, la vie que je donnerais en tant qu'Africain, je suis africain, j'aimerais que les Congolais puissent avoir la paix, la tranquillité et le développement comme ceux que nous avons au Rwanda. Et donc, c'est pour ça que, à mon sens, si vous me posez la question de savoir, est-ce que si vous faites le choix entre le M23 et ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, moi, je choisirais le M23, puisque d'après ce qu'ils me disent, c'est des gens qui veulent... C'est inquiétant parce que vous êtes censé être légaliste, vous êtes avocat, vous êtes un praticien de droit. Oui. Il y a un président élu, il y a des institutions qui sont installées, il y a un président démocratiquement élu qui gouverne, et vous verrez bien un mouvement rebelle qui n'a aucune légitimité populaire prendre le pouvoir à Kinshasa. Vous voulez qu'on parle des élections de Kinshasa? Mais bon, je ne suis pas congolais, je ne vais pas donner mon avis par rapport à ça, mais vous m'avez interrogé en tant qu'Africain. Oui. Si vous parlez de la légalité, il me semble que ça n'a pas été quand même un exemple Ah ben les Congolais vous diront que votre président... Ça dépend qui vous allez interroger, il me semble. Ah, vous pensez que depuis 25 ans, le président rwandais est démocratiquement élu En tout cas, c'est lui que le peuple rwandais veut. C'est lui que le peuple rwandais, le peuple, oui. Justement, si vous interrogez... Justement, parlant de lui. Et ça va faire partie des dernières questions. Qu'est-ce qui explique cette rivalité entre votre président et son homologue congolais? Au départ, il n'était pas aussi... il n'avait pas des rapports aussi frontaux. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour qu'ils en soient aujourd'hui à se détester? Il y a une vidéo de votre président qui circule où il évoque son passé de livreur de pizza à Bruxelles. Je veux dire, là, on est dans des attaques personnelles. On en est là. Je ne crois pas que le mot rivalité est le plus approprié. Je ne pense pas qu'il y ait une rivalité entre le président du Rwanda. Oui. Friction, tension, en tout cas. Mais moi, je pense en fait que c'est deux visions du monde qui sont différentes. Entre le Congolais, qui est dans la jouissance, qui est dans l'exploitation, qui porte des montres à 50 000 €, et avec un pays... Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oui, voilà. Mais avec un pays où les gens marchent, quand il a plu, sont obligés il y a un business de porter des gens à dos à Kinshasa, vous voyez, dans les rues, pour traverser les rues de Kinshasa, puisqu'ils sont inondés. Oui. Vous voyez, ça, c'est la vision je ne sais pas si c'est la vision qu'il partage, en tout cas, c'est le résultat. C'est le résultat de son pouvoir à Kinshasa. Mais de l'autre côté du Rwanda, il y a notre vision. Il y a notre vision. Nous avons le Rwanda. Aujourd'hui, on a commencé par la vision 2020. Nous sommes aujourd'hui à la vision 2050. Nous avons un pays qui va organiser la course sur route de cyclistes en octobre. C'est un pays qui aspire à accueillir dans les jours qui viennent la Formule 1, mais c'est un pays où il y a la sécurité sociale. Et vous voyez, vous me dites, le président Kagame dont vous parlez, il est au pouvoir depuis, vous m'avez dit... depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la durée au pouvoir ou c'est le résultat depuis ces 25 ans? Et vous pensez où est-ce que le Rwanda, vous savez, le Rwanda, il est parti de zéro. Et où on est arrivé aujourd'hui, on est désormais... Le président a réussi à remettre le Rwanda sur la carte du monde. C'est un pays qui compte aujourd'hui, malgré ses 12 millions d'habitants, malgré ses 26 000 km², mais c'est un pays qui compte actuellement. Et donc ça, c'est le résultat. Je me dis, ce n'est pas une rivalité entre les deux pays, puisque, voilà, ce n'est pas une rivalité, mais c'est deux visions du monde qui sont différentes. Il y en a un qui travaille pour son peuple, qui a un résultat, qui a un bilan dont beaucoup de gens nous envient. J'en suis fier en tant que Rwandais. Et donc, je me dis que c'est cette différence qu'il y a, mais ce n'est pas une rivalité. C'est deux visions du monde qui sont différentes. Vous êtes fier en tant que Rwandais seulement, voilà. Et les problèmes de cohésion, d'unité nationale existent également chez vous. Vous allez célébrer, on va célébrer dans 3 semaines
on va commémorer, on va dire, dans 3 semaines, le 31e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il existe encore des ressentiments assez forts entre les groupes ethniques de votre pays. Donc la question de l'unité et de cohésion nationale, vous êtes également confronté à cette problématique-là dans votre pays, non? Je ne dirais, je vois pas les choses comme ça. D'abord, vous me parlez de la commémoration parce que j'aimerais bien faire la différence entre la commémoration qui est quelque chose qui doit réunir tous les Rwandais. En tout cas, tous les Rwandais objectifs, tous les Rwandais qui aiment le Rwanda, qui sont vraiment Rwandais. Et donc, que ce soit les victimes du génocide commis contre les Tutsis, que ce soit les descendants de ceux qui ont commis le génocide, et même ceux qui étaient entre les deux, ils partagent tous la commémoration. Donc la commémoration, c'est quelque chose qui devrait être dissocié du reste des difficultés qu'ont les Rwandais. Et voilà. Et donc cette commémoration, c'est un moment d'union. C'est un moment d'union et voilà, d'union et de résilience pour le peuple rwandais. N'empêche que les ressentiments sont encore là. Alors, les plaies sont encore là. D'abord, donc j'aimerais vraiment différencier les deux éléments. Absolument. Alors maintenant, vous me parlez de division. Moi, je pense qu'en fait, il faut différencier, il faut faire la différence entre les choses telles qu'elles sont véhiculées à l'extérieur du Rwanda et la réalité que vivent le peuple rwandais. Au Rwanda. D'accord. Franchement, je vous dis franchement, je suis au Rwanda presque tous les 2 mois, tous les 3 mois. Cette division dont vous me parlez, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais vécue. Je ne l'ai jamais vécu. Évidemment, il y a toujours des gens... C'est au sein de la diaspora que persiste encore, que subsiste encore. C'est dans la diaspora, et même dans la diaspora, ce sont juste des groupuscules. Des groupuscules qui sont toujours... vous savez, c'est pour ça que nous nous battons toujours pour l'idéologie génocidaire. Parce que l'idéologie génocidaire, il est encore là. Vous voyez, il y a ceux qui ont commis le génocide, il y en a qui sont toujours en liberté, mais ils prennent de l'âge. Ils prennent de l'âge. Ce n'est pas eux tant le danger. Le danger, c'est plutôt l'idéologie qu'ils véhiculent à la nouvelle génération. Oui. Vous voyez? Donc, il reste toujours un petit noyau qui est toujours atteint par cette idéologie du génocide. Et donc, c'est ces gens-là qui sont toujours dans la division. Mais la plupart, la grande majorité des Rwandais sont des gens qui sont résilients. C'est des personnes qui ont compris qu'ils sont beaucoup plus Rwandais que Hutu ou Tutsi. Je vais déjà vous donner un exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure du Congo. Je vais faire un lien entre les deux. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la prise de Goma. Le Rwanda a été attaqué, vous le savez. Il y a eu 17 morts du côté de Gisenyi. Il y a 157... La ville frontalière. Mais voilà, la ville frontalière. Il y a 2 obus qui ont été tirés. Sur le Rwanda, la plupart ont été neutralisés, mais il y en a quand même des débris qui sont arrivés sur le territoire du Rwanda. Mais c'est tous les Rwandais qui ont été attaqués en même temps. Donc ces obus, même s'ils ont été tirés par les FDLR, y compris les FDLR, parmi ceux qui ont tiré sur le Rwanda, mais c'est des descendants ou même ceux qui ont commis le génocide au Rwanda. En tout cas, c'est un groupe qui est lié à un groupe génocidaire. Ils n'ont pas fait la différence entre les Hutus et les Tutsis. Et ça, les Rwandais actuels l'ont compris. Ils l'ont compris. La menace qui vient de l'extérieur ne vise ni les Hutus ni les Tutsis. Il vise l'ensemble des Rwandais. Et donc, c'est pour ça que ce qui se passe actuellement renforce encore la cohésion entre les Rwandais. Donc, franchement, je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire qu'il y a encore la division entre les Rwandais. Mais les Rwandais, à l'intérieur du pays, ils sont unis aujourd'hui. Évidemment, il peut y avoir des problèmes à gauche, à droite. Mais l'impression que l'on peut avoir de l'extérieur, cette impression, c'est marginal et c'est malheureusement à véhiculer par ces gens-là qui sont toujours atteints par l'idéologie génocidaire que nous combattons de toutes nos forces actuellement. Richard Gisagara, je rappelle que vous êtes avocat en France et au Rwanda. Un grand soutien êtes-vous du pouvoir rwandais, du président Paul Kagame. On l'a vu. Grand soutien, je pense que ça serait peut-être me vanter en disant que je suis grand soutien. Je suis soutien, effectivement, comme Rwandais, mais je suis un citoyen lambda. Donc dire que c'était un grand soutien, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Je suis un soutien, mais un citoyen lambda rwandais qui a voté pour le pouvoir en place aujourd'hui, qui le soutient. Merci. Et voilà, ça, je ne m'en cache pas et j'en suis fier. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle également que vous êtes donc l'avocat
rescapés du génocide des Tutsis devant les juridictions françaises et que dans 3 semaines, vous allez commémorer dans l'unité, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, le 31e anniversaire de ce drame qu'a connu votre pays et le Rwanda. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie pour votre invitation et franchement, ça m'a fait plaisir d'être ici parce que nous souhaitons nous adresser beaucoup plus à nos frères africains et beaucoup plus qu'aux Occidentaux puisque nous partageons le même sort. Et donc ça m'a fait plaisir d'être chez vous et je reviendrai à chaque fois que vous m'intéresserez. Avec plaisir. Voilà, je voudrais que nos frères africains puissent faire la différence entre l'information et la propagande qui est véhiculée par ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Congo soit un pays stabilisé. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.